Et nous sommes live, quel bonheur Benjamin. Salut Chantal. Salut. Donc maintenant nous parlons de NFT et non pas Ah, DeFi comme la dernière fois. ouais. Les NFT et là, c'est toi le grand spécialiste puisque c'est toi l'artiste. Donc je propose qu'on aborde plusieurs aspects. Déjà, qu'est-ce qui intéresse les investisseurs? Qu'est-ce qui les motive à acheter, et cetera? Qu'est-ce qui peut les aider à faire des bénéfices, et cetera? Ensuite, quelle est la vraie valeur apportée par la blockchain? Sinon, c'est pas la peine, c'est des JPEG. Et ensuite, on verra si on a des questions de l'audience. Mmh. Ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Puis d'ailleurs, tout de suite, tu as parlé d'art. Et Ouais. c'est vrai que la presse, tout le monde se dit les NFT, c'est de l'art, quoi. C'est des JPEG, quoi. Voilà, un Alors, copier-coller, ça va très bien aussi, copier. hein. Ouais, et puis maintenant, on voit que les NFT, c'est aussi de la billetterie pour accéder à des concerts. C'est aussi des tokens de traçabilité de palettes dans l'industrie lourde. C'est aussi des cartes de membres. C'est aussi des cartes d'accès à des soirées. C'est aussi des cartes de fidélité. C'est aussi, ça devient plein de choses les NFT. Et pour cause, hein, c'est un token inscrit sur la blockchain. Alors évidemment, on aimerait. Donc c'est comme un grand notaire qui vient valider ton fichier finalement, quel qu'il soit, d'ailleurs un PDF, un MP4, MP3, tous les fichiers, un Word même. Et le grand notaire du monde, la blockchain vient certifier que ce fichier existe, qu'il a un propriétaire, qu'il est horodaté. Donc ça intéresse tout le monde d'horodater et de valider son fichier sur la blockchain. C'est ça l'idée. Et d'avoir la preuve qu'on est le seul à pouvoir le déplacer, donc le posséder et donc le déplacer. Ouais. Voilà. Et donc, on a eu un bel essor, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé en 2021 surtout. Et la motivation de la grande majorité des acheteurs, c'est de faire un bénéfice. On voit, en fait, on n'a même pas besoin d'aimer l'œuvre d'art. Il y a des gens qui achètent un Picasso même s'ils n'aiment pas Picasso parce qu'ils pensent que la valeur va monter. C'est une forme d'investissement. Il y en a d'autres qui en ont acheté parce que c'est des coups de cœur. Moi, ça m'est arrivé d'acheter un NFT parce que je le trouvais juste merveilleusement joli, hein, un truc qui bougeait, machin, c'est trop bien. Mais si c'est un gros investissement, comme par exemple un terrain ou des terrains sur de Sandbox ou sur Decentraland, là, surtout l'année dernière, c'était un peu onéreux, eh bien, on a une intention quand même de faire un profit. Ou alors d'y construire quelque chose. Ouais, Donc, qu'est-ce qui peut intéresser notre audience comme conseil qu'on pourrait donner avec l'expérience qu'on a eue maintenant? De ce qui tient bien le coup au niveau du prix, ce qui a le plus de potentiel de remonter, ce qui est intéressant à acheter maintenant que les prix sont bas, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre de voir qui c'est qui va survivre au bear market? Voilà, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? moi, je pense que dans ce que tu dis, il y a deux choses intéressantes. Il y a une première chose, le NFT qui représente véritablement un travail artistique, par exemple. Donc là, à la limite, le NFT sert de certificat d'authenticité, enfin certificat de propriété, plus exactement. Ou alors le NFT représente l'avenir d'un secteur. Par exemple, quand tu parlais des lands, donc des territoires à acheter dans des métavers, comme Sandbox ou Decentraland, alors le NFT est représenté juste par un petit point sur une carte. Donc graphiquement, ça n'a absolument aucun intérêt, on est d'accord. C'est comme votre titre de propriété de l'appartement que vous avez acheté, c'est juste du blabla avec une signature de notaire. Bon. Donc ça, ce certificat de land, il illustre l'avenir d'un secteur. Donc on parie sur l'avenir des métavers en se disant, bah, mon land, tout le monde va se l'arracher parce que évidemment, je l'ai acheté de manière stratégique. Il est en plein cœur de la ville, de cette ville virtuelle, et les gens vont vouloir bâtir un cinéma, un musée, un shopping center, évidemment. Donc mon land va prendre de la valeur. Et donc là, on parie sur l'avenir. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, tu as vu Chantal que hier, BlackRock, l'immense investisseur BlackRock, qui est le premier investisseur du monde, va sortir un ETF sur les métavers. Et donc un ETF, c'est un produit financier qui regroupe plein d'entreprises dans un secteur particulier. Et quand on achète un ETF métavers, ça veut dire qu'on parie sur l'avenir successful et l'avenir radieux du domaine du métavers. Donc tu vois, ça commence vraiment à chauffer là maintenant. Et on peut parier sur cet avenir-là en achetant un land, effectivement, comme toi tu as fait. Moi, j'ai pas fait ça parce que à force d'hésiter, donc tous les jours je voulais acheter, puis tous les jours ça montait, ça montait. Et je me suis dit, bon, ça y est, j'ai loupé le coche. Alors que maintenant, c'est redescendu à des prix accessibles.
Bon, donc ça, c'est vraiment les NFT de prospective qui représentent un secteur. On pourrait même dire que acheter un land, c'est comme un ETF, c'est comme un produit financier qui te permet de spéculer sur l'avenir de ce secteur. Et en revanche, tu as les NFT très concrets qui sont adossés à une œuvre. Alors là, il y a deux types d'œuvres, je dirais. Il y a vraiment l'œuvre d'artiste comme moi j'ai fait. Donc c'est un artiste qui est identifié, avec un nom, un prénom, qui a un parcours, qui a fait des expositions peut-être, etc. Donc ça, c'est vraiment le côté artiste. Et puis il y a aussi graphiquement des choses qui peuvent être intéressantes, c'est les fameux collectibles. Et là, il y a un gros débat. Les collectibles les plus célèbres, il y en a deux, c'est CryptoPunk, les tout premiers 2017, et puis les fameux Bored Apes Yacht Club, donc les fameux singes. Et là, le débat, c'est est-ce que c'est joli ou pas joli. Moi, ça, j'en sais rien. Un CryptoPunk, est-ce que c'est joli? J'en sais rien. C'est du pixel art, mais en tout cas, ça a une démarche graphique. On va dire que c'est OK. Ça a cette surtout une démarche. démarche communautaire. Alors, le collectible au départ, c'est une démarche souvent que graphique, ce qui est le cas des CryptoPunk où il y avait rien il y a aucune utilité, il y en a toujours pas d'ailleurs. Les Bored Ape, il commençait à y avoir une utilité, effectivement, on faisait partie d'un club. Mais je me souviens des débats au tout début de lancement de la collection. Les gens disaient les singes, ça, je les trouve moches ou je les trouve sympas. Et l'aspect communautaire est venu bien après, en fait, quand Yuga Labs, la startup qui a fait les Bored Ape, quand ils ont commencé à dévoiler la roadmap et à dire il y a des meet-up, il y a des soirées, il y a des événements et vous pourrez rentrer avec votre Bored Ape. Mais au départ, il y a plein de gens qui étaient attachés à leurs petits singes parce que graphiquement, ils trouvaient ça sympa. Et aussi, quand ils ont commencé à distribuer les droits d'auteur Mm. et que chacun pouvait utiliser librement son Bored Ape pour, monter une entreprise, comme logo d'un restaurant, et cetera. Ouais. Et donc en fait, quelque part, ce sont les propriétaires qui font le marketing encore plus que ceux qui ont créé Bored Ape. Donc ça, c'était vraiment le bon plan. D'ailleurs, si je me rappelle bien, Yuga Labs a racheté aussi les CryptoPunks. Ils ont acheté les CryptoPunk et les MiBits, tout ce qui faisait partie de Larva Labs, qui est le premier, les deux ingénieurs qui ont inventé tout ça. Mais tu Alors je parlais de reviens à ma Bourg. question. Qu'est-ce Oui. qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui va bien perdurer, garder la valeur dans le temps? Donc si on part de ça, il y a soit effectivement, soit on s'attache au NFT d'un créateur. Et donc il Mmh. y a deux types pour moi de créateurs. Il y a effectivement l'artiste en nom propre ou même Yuga Labs, on peut considérer que ce sont des créateurs parce qu'ils ont créé une communauté. Ils ont créé des petits singes, donc graphiquement ils ont créé quelque chose. Ils ont créé une carte d'accès à un membre, à une carte de membre d'accès à un club. Donc ça, c'est pour moi, c'est vraiment des créateurs. Et alors, est-ce qu'on parie sur les créateurs? Est-ce qu'ils vont perdurer? Est-ce qu'ils vont fédérer une large communauté? Donc ça, c'est le premier pari. Ou alors, il y a le NFT d'utilité. Et là, il faut aussi regarder si les gens vont vouloir s'échanger cette utilité. Si cette utilité va augmenter de valeur, va prendre de la valeur. Je pense souvent, par exemple, tu te souviens, il y avait les miles chez Air France. Enfin, il y a toujours des miles, hein. Et on pourrait imaginer que ces miles, maintenant, ça devienne des NFT finalement. Et qu'on puisse les échanger, les transmettre et après, voire même spéculer. Alors, est-ce que les miles d'Air France ou ces fameux miles d'entreprise vont prendre de la valeur? À voir, s'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Ouais, bon, ça prendra la valeur de l'utilité que ça a. Je veux dire, si par exemple, si j'achète, imaginons que j'achète des NFT qui représentent des miles de telle compagnie aérienne qui me permettent de payer une partie de mon billet d'avion avec les miles qui vaut à peu près 100 €, ben, je vais sûrement acheter le NFT autour des 100 € ou un Mmh. petit peu moins. Mmh. Voilà. Oui, la valeur intrinsèque, la valeur Bah ouais, intrinsèque du NFT. ouais. Ouais. OK, donc bonjour, bonjour, Kaïdo, bonjour, John. Soyez les bienvenus. Donc là, il y a une question. Si Binance s'écroulait, est-ce que PancakeSwap et tous nos tokens décentralisés BSC seraient perdus? La BSC est supposée être décentralisée et tourner sans l'aide de Binance. Elle tourne en fonction de la sécurité qu'amènent les validateurs de blocs. Alors, c'est beaucoup moins décentralisé qu'Ethereum. Je ne connais pas les chiffres, mais je crois que Binance possède beaucoup de nœuds.
Ouais, ou en tout cas des gens très proches de Binance, voilà. ouais. Donc, on va dire qu'elle serait en danger, mais elle pourrait quand même peut-être continuer. Mais à cause de la peur du public, je pense que tous les prix de ce qui est dans la Binance Smart Chain, pardon, dans la BNB Smart Chain s'écrouleraient, en tout cas dans un premier temps. Donc, je ne sais pas répondre, mais en tout cas, ce serait pas une bonne idée. On peut compléter, tu as raison, il y a un problème de confiance. On peut compléter que n'oublions pas que c'est un smart contract qui tourne automatiquement et qui régit PancakeSwap. Il n'y a pas des humains derrière qui pourraient partir et laisser en Mmh. plan PancakeSwap. Non, non, PancakeSwap tournerait toujours, Mmh. techniquement, dans la mesure où il y aurait toujours des validateurs du réseau de la BSC, Et effectivement. nous parlons aujourd'hui des NFT. Donc, les NFT qui tournent sur la BSC continueraient de la même manière que tous les tokens qui tournent sur la BSC, à condition que les nœuds soient validés et que la blockchain reste solide. Oui. Tu me fais penser qu'il y a eu des NFT sur FTX qui du jour au lendemain se sont vus disparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait, quand ceux qui ont minté des NFT sur FTX ont commis l'erreur grave, à mon avis, et un peu bête, d'héberger le fichier du NFT sur les serveurs FTX. Ça n'a vraiment aucun sens. Il faut savoir que quand on va sur OpenSea et les autres, et Rarible et les autres marketplaces, le fichier n'est pas hébergé sur les serveurs d'OpenSea. Il est Ouais. hébergé sur des serveurs décentralisés. Donc, IPFS ou Arwave. Arwave, ouais, Ok. exactement. Et d'ailleurs, intéressez-vous à ça, allez checker sur YouTube, il y a des tutos là-dessus sur Arwave et IPFS, c'est très intéressant. C'est des serveurs de stockage décentralisés, des sortes de Google Drive, mais Hmm. sans Google, et surtout sans Google. Et en plus, on est Heureusement. rémunéré, oui, heureusement, oui, c'est l'idée, c'est ça. Donc non censurable et à vie, et stockable et Hmm. stocké à vie. Et en plus, il y a ce système sur Arweave, j'avais vraiment creusé Arweave, c'était vraiment bien foutu. Plus on a, quand on est hébergeur de données, plus on héberge de fichiers, en fait, et plus on reçoit de tokens, pour faire très simple. Donc, tous les serveurs d'Arweave sont incités à dupliquer un maximum tous les fichiers et toute la base de données. Donc, c'est là que sont stockées les images des NFT. Le NFT, c'est un smart contract qui est sur la blockchain, mais qui fait référence à une image stockée dans un fichier décentralisé. On ne peut pas mettre les images dans la blockchain, en tout cas pour le moment, parce que la blockchain deviendrait beaucoup trop lourde. Et du coup, n'importe qui veut avoir un nœud de cette blockchain-là, il lui faudrait une telle quantité enfin de serveurs pour pouvoir avoir le nœud que du coup, ce serait pas gérable. Donc, on met que le minimum vital dans la blockchain, généralement que du texte, et on peut faire référence à autre chose, exactement comme tu viens d'expliquer, Benjamin. Mais on fait ça parce qu'il n'y a pas assez de place dans la blockchain, parce que, enfin, bien sûr, une blockchain, ça pourrait être illimité comme place, mais après, si on veut la distribuer dans des millions d'ordinateurs, eh ben, ça va pas le faire. C'est juste trop gros. Voilà. Yes. Et alors, IPFS, donc moi, j'ai créé récemment 333 NFT d'une œuvre d'art de Caroline Morcillo, qui est une merveilleuse artiste. Elle fait de la peinture à l'huile et, entre autres, elle peint l'énergie. Cette œuvre, elle est capable d'être mise dans les 4 sens et chaque fois, c'est une image différente qui fait des émotions différentes. Donc, chaque année, je mint 333 NFT et je les donne, c'est tout nouveau, le email va bientôt partir pour mes apprenants. Je les donne à mes apprenants s'ils ont bien réussi le quiz, parce qu'il y a 3 questions sous chacune des 33 vidéos de ma formation. Et donc, s'ils ont bien réussi le quiz, au moins 85%, eh bien, ils reçoivent un certificat et ce NFT. Voilà. Pourquoi je te parle de ça? C'est que, ben pareil, l'image, on l'a mis sur IPFS. Et on a mis que chacune des images est différente des autres. Donc, il y a vraiment le numéro en tout petit, tout discret, à côté de la signature de l'artiste. Et, et en plus, on a mis dans la blockchain, on a mis les droits d'auteur. On a fait ça, mais vraiment, mais super bien. On a vraiment bien étudié le truc. Tu te souviens, je t'avais contacté, je t'avais demandé conseil. Ouais. Voilà. Et c'est là que le développeur, hein, enfin le spécialiste, celui qui m'a fait le smart contract spécial qui fait tourner ça et qui est validé par OpenSea et par Rarible, il m'a dit, mais Chantal, tu sais, c'est pas irréversible parce que le fichier que tu mets sur IPFS, tu peux le modifier. Simplement, on le voit dans la blockchain que tu en as mis un autre. Mais ce que tu as mis là, c'est pas irréversible. Et là, j'étais choquée. Je croyais que c'était irréversible. Donc, ça, c'est un point qu'il serait intéressant d'étudier
plus en détail, aussi par rapport à Arweave. Est-ce que toi, tu as déjà étudié ça? Non, ce que je sais en revanche, c'est que le fichier subit un hash, Mmh. donc un hash algorithmique typique des blockchains. Donc c'est un petit peu le même système. En revanche, bon, IPFS ou Arweave ne sont pas des blockchains, sont des serveurs décentralisés, mais qui hashent l'image. Donc il y a une empreinte cryptographique sur les images. Donc évidemment, le NFT, le smart contract, fait référence à ce hash. Donc si tu venais à modifier ne serait-ce qu'un pixel de l'image, alors ça changerait le hash. Donc Ouais, ça, c'est ce que moi j'en ai compris. Donc après, toi, en revanche, je pense que tu parles des conditions générales de vente qui sont encapsulées dans le NFT. Il y a des principes de NFT dynamique où effectivement tu peux modifier dans le code de Solidity, dans le code du smart contract, si tu décides que ce sera un NFT dynamique, alors par définition, il va se modifier, soit par des événements extérieurs, soit avec le temps. Enfin, c'est toi qui décides. Mais comme tu le dis, le principe, c'est que tout est visible, donc ça se voit immédiatement oui, sur la blockchain, tout ce qui s'est oui, passé sur ce smart contract. Et évidemment, je fais confiance toujours à la communauté pour surveiller ça oui. et Bah, pour. normalement, on peut le voir, hein. Je veux dire, tu vas dans Etherscan, tu regardes et tu vois que ben, le fichier a changé. L'adresse du fichier a changé. Oui, il y a ça aussi. Tiens, tu fais penser que dans Etherscan, on peut aller voir les NFT. Donc, il Mhm. faut un tout petit peu connaître ERC 721 et 1155. Ouais. Et dans Etherscan, on peut cliquer et voir tout le code Solidity. Et donc, on peut même faire dans ce code Solidity du smart contract, on peut tout voir. Alors, il faut savoir lire le code, mais bon, il y en a quand même des milliers de gens qui savent le lire, qui savent lire un code maintenant. Et franchement, c'est pas compliqué, hein. C'est pas Oui, en plus. compliqué. Tu lis le code tranquillement, tu regardes, OK, save, c'est sauvé, edit, c'est édité. Tu as plein de mots que tu reconnais quand tu lis le code. Parce que moi, quand j'étais enfant, je faisais de la programmation pour m'amuser. Et depuis lors, bah, j'ai continué à regarder le code toute ma vie et je trouve ça vraiment facile, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et alors, on peut mettre un fichier PDF dans le code qui fait appel à des conditions générales de vente, par exemple. Ce qui voudrait dire que quand tu encapsules, je crois que c'est ce que tu as fait, Chantal. Donc, si un jour on va chez le juge en disant mon NFT, il est dit dans mon NFT que j'ai la propriété de l'image intellectuelle, par exemple, alors le juge peut faire appel à ce PDF en disant ah bah oui, c'est écrit, vous avez Mmh. raison, vous avez la propriété, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça commence à bien marcher. Donc, il n'y a pas encore de jurisprudence en France, mais il y en a en Angleterre. Il y en a maintenant dans certains pays européens où on a saisi un juge avec un NFT qui a dit oui, oui, effectivement, le NFT vaut titre de propriété de tel et tel fichier, etc. Ah, ça fait Ça commence à. plaisir. Ouais, 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 mais C'est bien. ça marche vraiment bien, quoi. Ouais. Ça y est, c'est parti, hein. Ouais. Tu te souviens de la période où il fallait absolument envoyer, une lettre manuscrite parce Mm, qu'une signature électronique n'avait aucune valeur au début? mm. Euh, C'est oui, venu petit à petit. oui. Alors, quand tu dis signature électronique, tu veux dire des Ah, c'est systèmes venu petit comme il y avait les fax, il y avait plein de trucs et puis maintenant c'est DocuSign, DocuSign, voilà voilà. et Ouais, ouais, ouais. voilà. Mais au début, il y avait beaucoup de résistance. Mais ça vient petit à petit. Oui, oui. C'est Oh, ouais. bah, la résistance Donc sur l'internet, reprenons le oui. film. Oui, oui. Reprenons. Donc les NFT qui ont une vraie valeur intrinsèque, c'est soit parce qu'il y a le nom de l'artiste qui Mhm, donne la valeur, comme l'exemple du Picasso que je donnais tout à l'heure, mhm, et soit parce qu'ils sont ça représente un travail magnifique, un travail peut-être beau très difficile ou peut-être, spécialement beau, OK. Ou alors ils représentent une utilité, pour accéder à un club ou pour le mettre en profile picture, donc en image de profil. mhm. Et l'utilité de l'image de profil, bon, ça peut être pour avoir accès à quelque chose, mais c'est surtout pour, le sentiment de communauté, d'appartenance à une communauté. En fait, c'est pour notre ego. Ouais. Voilà, j'ai un ouais, non, moi j'ai un bordel moi, et c'est un vrai, hein, il a été validé, regarde, il y a la coche là, Ouais. et donc c'est bon pour l'ego et c'est bon aussi pour, on n'est pas des ermites les humains, on n'est pas fait pour, on est fait pour vivre en communauté donc c'est aussi bien pour rassembler une communauté, se retrouver, faire des événements ensemble et cetera. Donc ensuite, il y a tout ce qui est utilitaire différent. Il y a des NFT, qui sont financiers, comme par exemple un contrat d'assurance peut être un NFT, puisque chaque personne, chaque contrat, chaque objet assuré peut représenter un risque différent de son voisin. Il y a plein de choses qui peuvent être des NFT. Tu as Tu as d'autres exemples? les dernières baskets Nike, par exemple. Tu sais que Nike a racheté une startup qui s'appelle Artefact.
qui Mmh. s'écrit RTFKT, mais ça se prononce Artefact. Et eux sont les pionniers de la basket digitale. Et Nike les a rachetés l'année dernière. Et maintenant, Nike, si tu possèdes un NFT Artefact Nike, tu vois ta basket virtuelle et Nike te dit dans 6 mois, on va vous la fabriquer, cette basket. Et elles sont juste extraordinaires, quoi. C'est magnifique. Moi, pourtant, je suis pas très basket, mais j'avoue que ça m'a fait kiffer. Et ça commence déjà à s'échanger autour de 600 $, 600, 700, 800 $. Parce Oh. que les gens commencent à se dire, dans 6 mois, il y aura la vraie basket qui va sortir. Alors, il faudra faire un redeem, ce qu'on appelle en anglais redeem, c'est échanger. Donc, il faudra brûler son NFT pour recevoir la basket physique. Parce qu'évidemment, le NFT est lié à la basket physique. Hein, c'est une représentation virtuelle. Et le jour où on reçoit la basket, on doit brûler le NFT selon une procédure qui sera donnée. Mais voilà un bel exemple d'un retailer qui propose un nouveau produit et en attendant que le produit sorte, les gens spéculent. Donc ça monte, ça descend, etc. Tiens, moi je te revends mon NFT parce que tu verras, tu pourras avoir la basket, etc., etc. Et puis ça crée de l'intérêt, ça crée de la stimulation, ça stimule la communauté aussi. Tu vois, quand je donne des formations, les gens, je leur explique ça. Et comme tu disais, l'ego. Mais les gens, tu sais, ils ont du mal à avouer qu'ils ont un ego. Donc les gens disent non, non, moi je suis pas comme ça. Et je leur dis, mais regardez, vous arborez des marques, les gens qui mettent du Lacoste, du Nike, du Adidas. Bien sûr qu'on arbore des marques. Et je leur dis, c'est pas uniquement pour frimer. Alors il y a un peu de frime, mais il y a surtout se connecter aux gens. Et je leur Ouais. dis sur Instagram, quand vous mettez une photo de vacances, vous aimeriez qu'il y ait des likes. Non pas pour flatter votre ego, mais surtout pour vous dire ma communauté a aimé ma photo. Et donc, je me connecte à ma communauté. Et là, c'est l'instinct grégaire des humains, quoi. On a besoin du lien avec les autres, on a besoin des autres. Et dans le monde digital, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça avant Instagram et avant Facebook. Donc Facebook, les réseaux sociaux ont amené une connexion avec la communauté de manière virtuelle. Et les NFT, c'est la couche supplémentaire, je dirais la couche ultime, qui est que non seulement cette photo, vous l'aimez bien et vous la likez, mais en plus, elle est à moi. Et cette image, cette photo de profil, elle est à moi. Je l'ai achetée sur la blockchain, quoi. Et donc, l'appartenance est ultra forte, quoi. C'est extrêmement puissant. Ouais, absolument. Alors tu as mentionné donc quand tu donnes, tes, formations, tu peux nous dire un petit peu, à quoi ça sert de suivre une formation NFT avec toi? Qu'est-ce qu'on apprend? Je veux dire la différence entre avant et après. En Pendant ce fait, temps, je vais montrer un peu ta ouais, page. ouais, ah, Vas-y. c'est gentil. Moi j'appelle ça de l'acculturation. En fait, les gens, ils viennent nous voir, les entreprises nous appellent suite au podcast, d'ailleurs en général en disant, «On sent bien qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas quoi. On n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui se passe». Les gens commencent à comprendre que oui, il y a la crypto d'un côté, mais il y a maintenant du marketing sur le web 3, donc ils commencent à comprendre le web 3 et en se disant: «Ah oui, en fait, j'ai compris, donc il y a eu le web 1, le web 2, c'est maintenant, les réseaux sociaux et puis le web 3, c'est quoi?» Et ils voient maintenant, tu as vu que Renault vient de sortir sa collection de NFT. Toutes les grandes marques ont sorti des NFT là aujourd'hui. Je sais même plus, je pourrais même plus citer une marque qui n'a pas exploré les NFT aujourd'hui. Plus ou moins bien d'ailleurs, avec plus ou moins de succès. Donc ils veulent comprendre. Donc d'abord on explique l'écosystème Web3 avec le socle technologique, les NFT, le token, le smart contract, etc. Et puis après, on donne des use cases. Et après, on leur dit surtout ne vous lancez pas dans les NFT, pas tout de suite, pas tout de suite. Prenez 2 ans, c'est le meilleur moment maintenant pour commencer à comprendre ce qui se passe. Regardez ce que font les concurrents, regardez comment ils se sont plantés d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas compris. Et regardez comment il faut construire une communauté Web3 pour ensuite l'utiliser et qu'elle puisse accélérer la notoriété de votre marque dans les années qui viennent. Parce qu'en fait, ça va être un accélérateur de business, le Web3. Ça va être très fort. Donc c'est ça que j'explique. Je sais pas, tu as ouvert ma page? Non, j'ai pas vu. Oui, c'est bon, pendant que tu parlais, je l'ai Ah montré à OK, l'écran et puis j'ai aussi partagé le lien que j'ai épinglé ici. ouais. Bon voilà, donc Ouais. j'explique et après je rentre pas tu vois, après les gens, je leur dis pas enfin, ils me demandent pas comment créer de NFT pour l'instant et je leur dis ouais, même Trump, ouais, il y a Jaja qui dit: «Même Trump vient de lancer ses NFT». Ouais, effectivement. Ah ouais, à 1 $ pièce, quasiment et c'est Hein. trop drôle de le voir parler de ça. Donc justement, je pense qu'il y a le phénomène hype, tu vois? Que finalement, Mmh. malgré le bear market, la hype des NFT, se réaccélère et je dis à tout le monde: «Méfiez-vous, c'est à nouveau une hype, ça sert à rien d'aller dans la hype, il faut bâtir maintenant». Il faut bâtir. C'est comme à l'époque d'imaginer il y a 20 ans: «Ouais, je fais un site web en 5 minutes et tout le monde va aller dessus». Bah non, vous faites un site web, personne va dessus parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une communauté, autour de même votre Instagram. Vous lancez un Instagram ou TikTok, tu sais, les gens disent
Les TikTok, c'est facile, on lance un TikTok et des milliers de gens vont venir me suivre. Bah non, ça marche pas comme ça. Ouais. Alors, on salue bien sûr tous ceux qui sont là, merci d'être là. Alors là, on a une question de Selam. Bonjour, la crypto dans sa globalité semble être attaquée par l'ensemble des institutions centralisées. Quel avenir pour les cryptos et les NFT? Alors ça, on l'a effleuré un peu lors de nos derniers lives. Il faut être soit complètement compliant, obéir à toutes les règles du pays en question, soit être complètement décentralisé, donc être inattaquable. Ceux qui sont entre les deux, c'est vrai qu'ils sont en danger. Ils peuvent passer sous le radar tant qu'ils sont petits, mais quand ils seront gros, ça va être un peu plus délicat. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aurais une réponse plus globale sur l'avenir du digital. Faut bien comprendre que l'avenir des cryptos et des NFT, c'est juste l'avenir du digital. C'est-à-dire que le digital a commencé sa course il y a 20 ans. Elle s'est largement accélérée avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune marque qui peut se lancer sans avoir un Instagram, un Facebook, une chaîne YouTube. Ça n'existe, il n'y a plus aucune marque qui peut négliger ça, qui peut mettre ça de côté. Donc, toutes ces marques vont dans le digital. Tous les particuliers, est-ce que quelqu'un n'a pas encore acheté quelque chose sur Amazon? Franchement, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a un humain sur Terre qui n'a pas fait du e-commerce, qui n'a rien acheté sur Internet? N'oubliez pas qu'il y a 20 ans, ça n'existait pas, il n'y avait pas de e-commerce. Voilà. On ne mettait même pas sa carte de crédit sur Internet. Ça n'existait pas, c'était dangereux. Donc imaginez le progrès spectaculaire du digital. Et ce digital va s'accélérer encore plus avec la disparition du cash, qui est programmé évidemment, avec le e-commerce qui va s'accélérer et avec les produits et services qui seront digitalisés. Quand on pense aux formations online, par exemple, quand on voit le succès des tutos sur YouTube, les gens il paraît que le marché de la formation online va multiplier par 100 ou par 200 ou par 300 dans les années qui vont venir. Donc tout le monde sera sur le digital. Et qu'est-ce qui manque dans le digital? Il manque la propriété des fichiers, Bing, NFT, et il manque un moyen de paiement nativement digital. Bing, Ouais, la crypto-monnaie. Voilà. ouais. Parce que si on continue à passer par des PayPal, des Stripe et des outils bancaires, c'est parce qu'on a besoin d'un intermédiaire qui amène la confiance. Parce qu'on n'a pas la confiance que la personne pourrait très bien dire non, j'ai pas reçu mes sous, mais la banque ou l'intermédiaire le prouve. Tandis qu'avec tout ce qui est digital, comme tu viens de le dire, eh bien, la confiance est dans le code et du coup, on peut faire des transactions en direct. Et la propriété de ce qu'on achète est échangée en même temps que l'argent qu'on envoie. Oui, exactement, tu as raison. C'est le principe du NFT, du smart contract, c'est qu'il y a un échange systématique d'argent entre j'ai envoyé l'argent, je reçois mon fichier ou je reçois mon produit. Mais aussi, je rajouterais quelque chose, c'est le micro-paiement. Personne ne parle du micro-paiement, c'est Si. un vecteur. Andreas Antonopoulos en a parlé il y a quelques années, ça m'est jamais sorti de la tête. Je donne souvent en exemple le Ouais, micro-paiement. c'est vrai. Tu marches dans la rue, tu recharges ton téléphone Ouais, auprès de plein de bornes Wi-Fi sans contact. Tu leur payes une micro poussière de centimes à chacun. Tu arrives à destination, ton téléphone il est chargé, ça t'a coûté 3 centimes au total. Mais eux, ils ont rentabilisé avec tous les passants, ils ont rentabilisé leur équipement. c'est ça, Donc c'est les ça. micro-paiements, il y a plein de use cases qu'on peut faire. Ne Ah, mais il y serait-ce a que de payer ton assurance voiture seulement quand tu as le moteur allumé. Il y a que des use cases. Le micro-paiement, c'est acheter une demi-bière. Moi, je connais une start-up qui propose dans tous les festivals d'acheter la bière au centilitre. Donc, Oui, tu ils as sont bu venus que à ça. Genève récemment, ils sont Ah super. oui, tu les connais, ouais, ils sont super. Mais donc, des use cases, c'est tout le temps. Alors, sur les réseaux sociaux, les use cases, c'est juste la révolution. Au lieu de faire un like, vous envoyez 1 centime au créateur de contenu. Qu'est-ce que ça vous coûte 1 centime? Rien. C'est mieux qu'un like. Mais si le créateur de contenu reçoit des milliers de centimes par jour, bing, petit revenu complémentaire par mois. Mmh. Donc, et aujourd'hui, c'est impossible. Vous appelez Visa pour dire j'aimerais envoyer 1 euro. Visa va vous dire ah bah pour envoyer 1 euro, c'est 3 euros de frais. Mmh. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de micro-paiement, ça n'existe pas. Et donc, comme ça n'existe pas, Il y a personne ne Brave, vous le propose. il y a Brave, le navigateur Brave avec Ouais, le BAT. avec le BAT. En fait, c'était l'idée d'origine, au lancement du BAT, mais j'ai pas essayé récemment. Mais je crois qu'il y a une solution comme ça. Et puis, peut-être qu'avec, Telegram, ça pourrait, apporter quelque chose. Ouais. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y Donc a le Djadja. micro-paiement, Bonjour juste Djadja.
On Ensuite, finit, juste Chantal, vas-y, ouais. donc on finit, Mmh. comme vous savez que Bitcoin et toutes les cryptos, c'est 0, on peut en acheter pour 0,000000001. On peut Oui, donc, transbahuter une crypto-monnaie pour moins de 1 centime à des frais ridicules aussi. exact. Voilà. Alors là, on a une question de John. Les NFT comme, capsule temporelle et vecteur de transmission des données intergénérationnelles dans le domaine médical, est-ce possible? Oui, tout est possible. Oui, il y a des startups qui bossent là-dessus. J'ai discuté avec une startup la semaine dernière. Je suis sûre que Ternoa peut le faire. Ternoa peut le faire, mais il faut qu'il y ait des notions de RGPD, de Mmh. dossier médical. Donc, c'est des données sensibles qui peuvent être partagées à plusieurs niveaux. Par exemple, on peut partager avec son médecin traitant sa donnée médicale. Puis, en cas d'intervention chirurgicale, alors on partage avec l'hôpital. Puis après, il faut partager avec la mutuelle, avec la sécurité sociale. Donc, il y a des clapets de sécurité en disant ça je partage avec lui, ça je partage avec l'institution, ça oui, ça je partage pas. Donc tu vois, Ouais, c'est très complexe, mais on peut y arriver, ouais, bien sûr. on peut y arriver, ouais. Yes, ensuite, il y a quelque chose que je voulais, oui, li on voulait parler des casques de réalité virtuelle. Ah, 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 et magnifique. attends, moi j'ai honte. J'ai un Oculus à la maison et je l'ai acheté, il est dans sa boîte, je l'ai même pas ouvert parce que je me suis dit: «Ah attends, faut que je le fasse à un moment où je suis en forme, j'ai le temps, un week-end, tac tac, où j'ai vraiment un après-midi libre», et le temps a passé et je l'ai pas ouvert. C'est la honte. Bah, Tu en as un toi? Raconte, oui, raconte. Est-ce que tu as un Oculus et qu'est-ce que tu en fais? j'ai fait comme toi, il a traîné sur le bureau longtemps, jusqu'au moment des métavers où j'ai voulu comprendre exactement les métavers et donc j'ai exploré surtout VRChat, qui n'est pas spécialement un métavers, c'est juste une fonctionnalité dans l'Oculus et j'ai voulu tester en fait, c'est par l'art. Une fois de plus, moi, je suis arrivé dans tout ça par l'art et c'est un artiste qui m'a dit: «Mais viens voir ma galerie virtuelle» et il a insisté, insisté, insisté et un soir, je me suis connecté, tac, j'ai mis mon casque et il m'a pris par la main, donc j'ai vu son avatar, mon avatar et il m'a dit: «Regarde, j'ai fait une sculpture de 50 mètres de haut et évidemment de manière virtuelle, mais j'ai dû lever la tête avec mon casque pour voir sa haute sculpture en acier. Et ce qui est dingue, il a fait des petites sculptures virtuelles, évidemment, et je les prenais dans ma main virtuellement. Et le soleil reflétait, la lumière reflétait sur l'acier, et j'avais des reflets d'acier en fait. Et j'ai trouvé ça, mais j'étais vraiment Waouh! ému, tellement c'était beau, et c'était différent de la réalité, parce que bien sûr, dans la réalité, tu as une sculpture, c'est beau aussi, hein, et c'est pas la question. En fait, j'ai reposé mon casque et je me suis dit: «Waouh, j'ai vécu quelque chose qui n'est pas la réalité, quelque chose qui est complètement différent» et c'était une belle expérience. Ouais. Et j'ai compris que c'est pour ça qu'il faut jamais, jamais, au grand jamais opposer la réalité vraie avec le virtuel en se disant: «Le virtuel va manger la réalité» ou «La réalité, c'est meilleur que le virtuel». Ça n'a rien à voir, c'est 2 expériences qui n'ont aucune comparaison possible. Les 2 sont merveilleuses, la vie est merveilleuse, la vie réelle, pour moi en tout cas. C'est comme J'espère si pour on vous. disait que la musique, annule la peinture ou la peinture annule la musique. Non, Ouais, ils c'est doivent ça, coexister. Ouais, ouais, je suis c'est d'accord, ouais. ça. C'est comparer les arts, en mettre un au-dessus de l'autre, ou préférer son père à sa mère à son père, ça n'a pas de sens. Mmh. Donc j'ai vécu une très belle expérience, j'encourage tout le monde à essayer ça. En tout cas, moi ce que je fais avec le casque, c'est toujours avec les autres. J'ai Ah ouais, c'est essayé bien. les jeux, en fait, ça m'amuse pas du tout. D'être seul dans un environnement virtuel ne m'amuse pas du tout. Ce que Mmh. j'adore, c'est aller voir les autres en chat et de voir leurs avatars et je les entends. Alors, en plus, le casque Oculus, c'est la technologie de la NASA. Donc, tu as un son surround, tu n'as pas d'écouteurs sur les oreilles sont libres, mais il y a un son surround qui vient de partout et quand quelqu'un te parle de là, tu le vois, tu le sens vraiment et quand quelqu'un est là, tu le sens vraiment. Donc il y a un sens de proche de le sens de l'humain est vraiment accentué avec ce casque. Et même si c'est un avatar, la voix Mmh. est tellement humanisée, tellement humaine, tellement vraie, hein, parce que c'est la vraie voix des Waouh! gens, que Ouais. c'est une belle expérience. Je vous encourage à essayer Donc tu ça. avais un micro et la personne t'entendait? Il n'y a pas de micro dans le casque Oculus, c'est intégré, il y a un micro quelque part, et OK. le son sort du casque aussi, de manière surround. Donc tu pouvais parler et tu pouvais entendre ton ami? Ah ouais, 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 bien sûr, ah bah, je Et le l'entendais son bien. était crédible? Et il était en stéréo? Le son était canon, canon, comme un son réel, quoi. Waouh! Ça, c'est canon. Waouh!
Attends, là, je vais montrer le lien que tu m'as partagé tout à l'heure. Oui, Donc, alors, là, on est sur, synergies.com. je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est le concurrent d'Oculus. C'est Microsoft qui fait ça. Ça s'appelle HoloLens. Et ce n'est D'accord. pas de la réalité virtuelle. Parce qu'on a Ah, parlé de OK. casques de VR, mais ça, c'est de la réalité augmentée. Alors, eux, ils appellent ça réalité mixte. OK. Euh, Oui, mais c'est juste, ça veut dire qu'il y a les 2, oui, virtuel oui, et augmenté. oui. Et ça, c'est, à la limite, c'est beaucoup plus, polyvalent. Donc là, il y a une vidéo, bon, on va pas la regarder en entier, mais il y avait des, Alors, je dirais que là, alors, ça vient pallier, il faut bien expliquer, ça vient pallier les problèmes actuels des casques de VR, c'est que ils sont lourds, ils ouais. fatiguent les yeux au bout d'une demi-heure. Ah oui, c'est Euh, léger ça. voilà. Et là, maintenant, l'avantage, c'est que on est en connexion avec la réalité, puisque le type là répare sa moto, mais on voit bien qu'autour des yeux, tout est ouvert, donc il peut voir quelqu'un arriver, hein, évidemment. En revanche, il a une projection en réalité augmentée de sa réalité. Et donc, je vous montre ça parce qu'on voit tout de suite les use cases professionnels. C'est normal Waouh, parce que ces casques coûtent très cher, hein, on est autour de 2000 $. waouh. Mais j'ai vu une L'Oculus, il interview. est moins cher, hein. Oui, mais c'est pas l'Oculus, c'est pas ça. L'Oculus, c'est vraiment du gaming. Enfin, c'est vraiment t'es en Tu vois immersion rien, tu vois complète. pas ce que tu es autour de toi. Tandis Voilà, que tu vois là, pas. ce qu'on vient de voir dans la vidéo, et ben, c'est comme tu dis, c'est mixte et donc tu vois réellement, ce qui est autour de toi Ouais, et du coup, c'est beaucoup plus sophistiqué comme technologie, c'est pour ça que c'est plus ouais. cher. C'est plus sophistiqué. Tu peux, à mon avis, tu peux garder un casque comme ça des heures sans être fatigué. Parce que Mmh. tu vois tout ce qui se passe autour de toi, donc tu es aussi en connexion avec le monde. Et j'ai entendu une interview de Zuckerberg il y a 15 jours qui était vraiment passionnante. Il a parlé pendant 1 heure de tout ça. Et on Ah! lui a dit, oui, il faudrait que je te retrouve ça, cette vidéo, Oui, il faudrait que je te volontiers, si retrouve. tu peux me trouver l'URL, je regarderai volontiers. Ok, je vais vous trouver ça après le live. Qu'est-ce qu'il disait? Donc on lui disait, oui, mais vous sortez un nouveau casque qui est un peu similaire à ce qu'on vient de voir, qui est le Quest Pro, qui coûte Ouais. 2000 $. Et il dit, oui, c'est cher, parce que notre cible, c'est les entreprises. Parce qu'on Mmh. veut que les entreprises aient des gains de productivité de 2 à 3%. Vous voyez comme il est raisonnable. Pourquoi? Parce qu'on a vu le type réparer sa moto, on a vu des chirurgiens en train de manipuler un cœur virtuel. L'idée, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'envoyer, pour une entreprise qui va acheter ça, au lieu d'envoyer le staff 3 jours en formation à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe, ils disent à leur staff, vous restez là, vous restez 3 heures avec les lunettes et vous vous formez dans l'entreprise. Et donc, il y a un gain de temps, un gain d'énergie, etc., etc. Et l'idée, c'est quoi à terme? C'est que la personne qui va être formée avec ces casques, dans un an, elle reviendra à la maison, on dira, mais en fait, ce casque, mais moi, je le veux à la maison, parce que c'est génial, parce que je vais montrer à mes gamins, parce qu'on va pouvoir faire des expériences avec les gamins, etc. Et en fait, toute l'informatique est arrivée dans les foyers exactement de la même façon. Mais oui, je me souviens, on avait les emails au bureau, mais pas à la maison au début. Voilà. Le micro-ordinateur, il était au bureau. Ouais, Il il avait était à sa la place au bureau. comptabilité au début Il était au début à la comptabilité, exactement. et Parce qu'on après faisait dans du toute Excel. l'entreprise et après les gens ont commencé à l'acheter quand les prix étaient un peu plus raisonnables, hein. Exactement, exactement. Et pareil pour les téléphones au début, tu te souviens? Il y a 20 ans, Ouais. c'était le BlackBerry avec le petit clavier là, le téléphone BlackBerry. Les cadres supérieurs avaient leur BlackBerry et ils me disaient même, «J'ai été embauché dans une boîte parce qu'ils m'ont promis le BlackBerry» et le BlackBerry, c'était, faire des emails, avec un outil du bureau, c'était un outil de bureautique. Et puis après les gens voulaient un smartphone à la maison. Et ben, ça Ouais. va être exactement pareil. Et la crypto et le Web3, ça va être exactement pareil. Les gens vont avoir de la crypto en entreprise pour gérer ça avec la relation client. Et les gens seront à la maison en disant, mais finalement, c'est pas mal cette crypto, je vais en prendre pour chez moi. Voilà. Ouais. Et puis, ils vont surtout faire le focus sur l'usage. Par exemple, si je te dis: «Je t'ai envoyé un email», c'est pas intéressant que ce soit au format email. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Donc Ouais. je vais te dire: «Je t'ai envoyé le contrat» ou «Je t'ai envoyé l'image» ou «Je t'ai envoyé ça». OK? Je vais même plus dire que c'est un email tellement c'est banal un email. OK. Donc les gens, ils vont par exemple, là, si on parle de, Wallcrypt qui est en train de lancer le club NFT, hein, avec, Jean-Luc Lascallec, vraiment très sympa. Eh bien, les gens vont pas dire: «J'ai acheté le NFT de Wallcrypt». Ils vont dire: «Non, ah je me suis inscrit dans le club, Wallcrypt, hein, ah ça va être cool». Tu vois? On va avoir des lives avec des gens et tout, hein. Donc Ouais, tu as raison, on dira pas NFT. D'ailleurs, quand on sera sur quand Instagram va mettre en place donc les NFT, c'est le cas aux USA, mais en Europe ça va arriver. Alors les gens, ils appellent ça des collectibles. Donc en fait, les gens vont dire sur Instagram, bah, j'ai posté un collectible. Si ça t'intéresse, tu peux l'acheter. Et même peut-être même progressivement, ce sera j'ai posté sur Instagram
et quelqu'un va dire: «Ah bah, je l'ai acheté ce que tu as posté sur Instagram» et puis basta et c'est comme ça que ça va se passer. Ouais. J'ai le bouquin Wall Crypt que j'ai eu hier parce que j'étais à Monaco hier. Ah Heu, génial! Moi, j'ai écrit 2 chapitres dedans et ouais, c'est j'ai c'est lu, j'ai génial comme Jean-Luc, il a réussi à fédérer 60 personnes, et qui ont écrit dans le livre et en plus, la plupart, il les a rencontrés physiquement, il est très bon pour fédérer, les gens. ouais, Je suis ouais, persuadée que son club va réussir à cause de ça, parce qu'il y a plein de bonne volonté autour de lui qui ont envie de collaborer avec lui. Il est ouais, compétent, il est sympa, il est cool, il a pas la grosse tête, on a envie de passer du temps avec lui. Il est voilà et du coup, bah, on a envie de faire des lives avec lui, on a envie d'apporter de la valeur dans sa communauté. C'est cool ouais, ouais, et ouais, ouais. comme tu disais, hein, c'est l'instinct grégaire. On est une race communautaire, Ah, on est finalement. On est des animaux sociaux. Nous sommes des voilà, animaux sociaux. parfait, animaux sociaux. Magnifique. Une petite dernière question, attends, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on pourrait pas fournir des casques de VR à nos dirigeants pour s'amuser et laisser les personnes compétentes gérer le pays? J'adore, j'adore. Attends, là, il y en a une qui est un peu plus polémique, de Mourad. Pourquoi la valeur monétaire des NFT est-elle si élevée, même lorsque leur valeur artistique est discutable? Alors, il y a l'espoir de faire un bénéfice si l'auteur est connu. Il y a l'espoir de faire un bénéfice si l'utilité de ce NFT est connue. Il y a le fait que, ben, c'est beaucoup plus liquide, plus facile à acheter et à revendre que le même bien non NFT, que ça soit un bien immobilier ou une œuvre d'art et cetera, c'est quand même plus dur à acheter et à vendre. Est-ce que tu vois d'autres raisons pour que la valeur monétaire d'un NFT soit plus élevée Non, non, ça que c'est très bien, mais moi je bondis vas-y. immédiatement, je saute sur ma chaise en voyant valeur artistique discutable. On J'aimerais peut pas rappeler, discuter, il y a j'aime tous les j'aime goûts. j'aimerais rappeler, oui, il y a tous les goûts et les couleurs, mais j'aimerais rappeler à Mourad et à plein de gens qui parlent de problèmes de valeur artistique que les impressionnistes, c'était de la merde en 1900, que Ouais, le cubisme, c'était de la merde en 1920, que au le début, ouais. surréalisme Dali, c'était de la merde en 1940, que l'art abstrait, c'était de la merde en 1960, que l'art conceptuel, c'était de la merde en 1980, que Jeff Koons, c'était de la merde en 1990, que Damien Hirst, c'était de la merde en l'an 2000. Tous les grands mouvements artistiques ont été considérés comme de la merde avant que, bien sûr, le public s'y intéresse, que quelques collectionneurs s'y intéressent et vous disent, mais finalement, regardez bien, ça vaut le coup. Donc, méfiez-vous, valeur artistique, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien et c'est l'histoire qui jugera. Et franchement, Oui. on revient tous de loin sur la valeur artistique. Donc, c'est même parfois les trucs les plus moches, entre guillemets, en tout cas où tout le monde dit waouh, c'est moche, que ça devient intéressant parce que finalement l'artiste a poussé le truc, le bouchon un peu loin jusqu'au bout en fait. Et on se dit finalement l'artiste avait une démarche et pourquoi Mmh. pas. Et pourquoi pas. En fait, Donc tout ce qui fait des émotions, même l'émotion, mon Dieu, c'est horrible, a une valeur artistique. oui, c'est vrai. Même le truc moche, c'est très très moche, ça déclenche une émotion, effectivement. Voilà, au sens large. N'oublions pas Yes que et Picasso encore aujourd'hui, Picasso est encore décrié. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'experts qui disent Picasso est bien au-dessus de sa valeur et ne vaut pas tout ce qu'on raconte sur lui. Il y en a encore plein qui disent ça. mmh, mmh. On est tous les 2 responsables de l'éducation financière de nos enfants. Oui, alors, moi je prends ça très sérieusement. Je veux dire, moi j'ai fait l'éducation financière de mes enfants. Ils ont commencé par lire Père riche, père pauvre et spontanément ils se sont mis à verser un pourcentage, de ce qu'ils gagnaient de argent de poche machin, c'est dingue quoi. Ils sont pas tombés dans le même piège où moi je suis tombée en tant que jeune adulte, c'est-à-dire, adapter mes dépenses à mes revenus. Parce que finalement, si tu dépenses tout ce que tu gagnes, bah, tu vas pas t'enrichir, hein, il reste plus rien. Mais moi, je savais pas ça au départ. Personne m'a fait mon éducation financière. Mais mes enfants, ils sont beaucoup mieux éduqués que moi. C'est très important ce que tu dis. Quand on pense qu'à l'école, on nous parle même pas de gérer un budget. On nous parle même pas Ouais, d'une banque. Qu'est-ce que c'est qu'une banque? Qu'est-ce que ouais, c'est qu'un salaire? Qu'est-ce que c'est qu'un prêt? Qu'est-ce que c'est qu'un emprunt? Qu'est-ce que c'est que, enfin, on nous explique, mais zéro de chez zéro. C'est lamentable. mais c'est Est-ce, l'école publique forme des salariés, des employés, ouais, obéissants. des moutons Des pour la moutons. société. Après bon, il en faut aussi des moutons et il y a des gens qui se sentent bien comme ça, c'est OK. C'est juste que ça convient pas forcément à tout le monde. Est-ce que je peux répondre sur Jaja, qui est aussi Ouais, vas-y. la question qu'on me pose très souvent, les CryptoPunks ne sont pas artistiques? Oui, bien sûr, les CryptoPunks ne sont pas faits par un artiste. Les CryptoPunks ont été conçus par des ingénieurs en informatique qui se sont regroupés dans une société qui s'appelle Larva Labs. Donc, ils n'ont eu aucune prétention artistique. C'est pas du tout un individu comme Picasso ou
comme un artiste qui dit: «Moi, j'ai des envies, j'ai des pulsions, j'ai de la boule au ventre, j'ai des impressions de la société». Non, rien à voir. Ce sont des ingénieurs en informatique. Alors après, les journalistes vous disent: «C'est du crypto art, c'est art ceci, c'est de l'art» et cetera. Mais ça, c'est des journalistes. C'est du délire de journalistes. Essayez de voir qui il y a derrière. Il y a pas d'artistes derrière les collectibles. OK. Mais après, ben, la valeur, c'est aussi l'utilité qu'on en a, que ça soit Ouais, pour frimer, pour créer une communauté ou pour, ouais. s'authentifier quelque part. OK. Ensuite, alors, Johan, une nouvelle technologie, d'abord on l'ignore, après on se moque, ensuite on en a peur et finalement on l'adopte. Gandhi, excellent. En ce moment, on est, je crois, dans la 3e partie parce que les gouvernements, ils en ont peur et ils essayent de faire peur au grand public. Ouais, on est entre la peur et l'adoption, on va dire, entre les 2. Ça dépend des pays. Et Ouais. ça dépend des pays, ça dépend des institutions, mais c'est très amusant de voir, tu as raison, on est pile entre les 2 où, la Banque centrale européenne déteste le bitcoin, mais BlackRock adopte le bitcoin. Où, toutes les banques centrales veulent maintenant faire des monnaies numériques de banque centrale, donc ça veut dire qu'ils veulent faire une crypto, hein, c'est ça que ça veut dire, hein. Mais, et on lit encore aujourd'hui sur LinkedIn, j'ai encore plein de messages, les gens qui adorent la blockchain, mais qui détestent la crypto. Alors qu'en fait, une blockchain ne fonctionne qu'avec une crypto, ça n'a pas de sens. Mais bon, Alors il y a des blockchains sans crypto, mais du coup, elles correspondent pas à la théorie des jeux. C'est pas ce que nous on appelle des blockchains. bah ouais, Heu, c'est une parce base de qu'elles, données, quoi. une base de données distribuée, voilà Ouais. et pas du tout, permissionless, donc il faut montrer patte blanche pour rentrer, donc ça va pas. Mais voilà. Et attends, il y a un truc là, oui. Johan nous parle de, token Block Unity. Alors c'est pas tout à fait des NFT, mais c'est aussi quelque chose qui nous donne un accès. Hem en fait, c'est un projet dont je fais partie, hein, je suis advisor et advisor, bah, oui, parce qu'auparavant ça s'appelait, zut, le nom m'échappe, c'est pas grave. Donc Block Unity donne des outils absolument, géniaux que le grand public ne connaît pas encore, mais en tant qu'advisor, je le vois quand on fait des réunions, et ça nous permet d'avoir plein d'infos en tant qu'investisseur. Et du coup, moi j'en ai parlé, j'ai fait récemment une vidéo à ce sujet, alors qu'en général je fais pas tellement de promotion pour des projets, c'est pas trop mon truc. Mais là, je pense que c'est vraiment le bon plan parce que quand on achète d'emblée, quelques tokens Block Unity pour un prix très raisonnable, on a l'abonnement à vie. Il y aura plus jamais besoin de payer les mensualités pour avoir accès à tous les outils. Et comme je vois ce qu'ils préparent et je vois leurs compétences, je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Et c'est pour ça que j'en ai parlé dans une vidéo YouTube. Je sais pas du tout si le prix va monter ou pas, mais je sais que c'est une bonne affaire de l'acheter au prix actuel pour avoir l'abonnement à vie. Voilà. Et du coup, ben, Johan, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'outil a l'air trop bon, c'est tout à fait vrai. Alors, Djadja, est-ce qu'on a fait le tirage pour Wall Crypt? Non. En fait, j'ai mis dans la description de la vidéo que j'ai faite avec Jean-Luc que le tirage au sort aurait lieu 10 jours après la vidéo. Comme ça laisse le temps aux gens de mettre des commentaires pour essayer de gagner le NFT qui est mis en jeu pour le tirage au sort pour faire partie du club Wall Crypt. Et là aussi, c'est à vie. C'est pas des mensualités. Donc, ça vaut la peine des fois, hein, parce que c'est quelque chose qui peut prendre de la valeur et qui sera fait en quantité limitée. Alors, je crois que toi, tu as un Oui, agenda chargé ouais, et je crois qu'on a à peu près terminé et on se retrouvera bientôt pour ouais. refaire un nouveau live et chacun sera bienvenu pour poser des questions. Sur les NFT, on a encore tellement de choses à dire et c'est Ah tellement ouais, foisonnant. Ouais. tellement, tellement, tellement. OK. Donc, ben, c'est tout bon. Benjamin, je te remercie infiniment Ah, merci à toi. et je te souhaite une très belle fin de À journée. à très Au vite, à revoir. très bientôt, au revoir. Au revoir Bye à bye. tous.